Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous pour ceux qui sont parmi nous pour cette session si importante. Et c'est The Pulse sur la- le planning familial avec de Torti. Donc un point d'ordre de jour avant de commencer la conversation. Si vous aimeriez la traduction simultanée en français, vous cliquez sur l'icône des langues en bas sur la barre de navigation Zoom et choisissez la traduction. Interprétation. On vous encourage à participer, donner aux questions aux panélistes. Si vous voulez le faire, utilisez la section questions-réponses et placez vos commentaires ou vos questions dans cette section et pas dans le chat. Je m'appelle Dr. Tlaleng Mofokeng. Je ne suis pas seule. Je suis avec Kariko Odada et Margaret et Vitika. Et pour ce jour de la journée de la contraception, on a ces panélistes faire une conversation virtuelle, une mise au point pour savoir ce qu'on fait dans notre travail pour le planning familial et la contraception. L'État nous donne la possibilité de parler de ce que c'est l'accès universel à la planning familiale, le service de santé, et parmi la pandémie COVID-19 qui a continué à être une évolution, en pleine évolution à travers le monde. Donc cette conversation va lier la conversation de la conférence globale de 2022 sur la couverture universelle et la planification familiale. Et je ne peux pas faire cette conversation seule. Donc, le pouls sur le planning familial. J'ai des collègues avec qui se rejoignent avec moi et Margaret. Comment allez-vous pour le moment? Comment êtes-vous? Bonjour, docteur T. Bonjour à tout le monde. Je vais très très bien. Ça a été un peu compliqué, trop de choses à faire, mais c'est ce qui me rend heureuse. Je suis passionnée du travail que je fais, donc je travaille au Nigeria comme directeur exécutif d'initiative pour les filles. On a quelques projets maintenant, mais je suis passionnée pour de la manière nigériane dit. On simplifie les données pour qu'on peut les utiliser pour la prise de décision. Et c'est ce que je faisais dernièrement. Et ça a été bien. La famille va bien, le travail bien. Donc, merci de me poser la question. Merci. Merci, Margaret. Et je suis heureuse de savoir que vous allez bien malgré les difficultés du moment. Et maintenant, Kiriko, comment allez-vous? Bonjour, docteur T. Et aux panélistes, mes collègues, merci. Personnellement, je ne sais pas ce que je sens, mais pour le moment, ça va. Je suis reconnaissante de pouvoir venir aussi loin, malgré la pandémie, créer une grande barrière par rapport aux activités que nous réalisons. Mais du point de vue de la coalition de la jeunesse, j'aimerais dire que ça a été un apprentissage très long. On a dû s'adapter au changement et une chance de penser, une réflexion sur nous-mêmes. Et je suis heureuse, malgré la pandémie, que nous ayons pu surmonter et également par rapport à notre santé mentale, on pense que c'est très important pour notre travail de s'assurer qu'on soit bien mentalement. Donc, pour le moment, tout va bien et je suis reconnaissante. Merci. Merci beaucoup, Kerigo. Et maintenant, je peux m'identifier avec beaucoup des difficultés que vous avez mentionnées maintenant. Vitika, comment allez-vous? Bonsoir de l'Inde. Je suis heureuse de participer à cette conversation avec le docteur T, formidable, sur la planification familiale. On parle de comment je vais. Je dirais que ce serait l'euphémisme quand on parle de ce qu'on a pu surmonter. Ça fait 2 ans maintenant. Cette année, pour moi, a été une année comme sans pareil. Ça a été une année difficile. J'ai perdu mon père par rapport au travail en termes de ce qu'on voit autour de nous. Les vies ont été perdues, ont été bouleversées, changées à jamais. Et je pense que je me retrouve
en train de découvrir un nouveau monde, comme tout le monde, une nouvelle normalité dans ma vie personnelle et autrement également. Donc, je pense, je suis dans la phase où j'examine ma vie et je réévalue ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Et j'imagine que je fais cela professionnellement également parce que COVID-19 a eu un impact important sur la santé et les droits de reproduction des jeunes également. Merci Vitika pour nous dire de cela, mais nos condoléances à cause de la perte de votre père et beaucoup de gens regardent, sont également en deuil peut-être et des sentiments difficiles et en même temps, ils sont des défenseurs, des activistes de la jeune, des champions pour défendre les bénéficiaires de notre travail. Et je pense que pour moi, c'était important de commencer par cette conversation et cette question d'abord, parce que nous sommes également des bénéficiaires de ce travail et nous sommes des jeunes femmes. On a besoin de ces belles opportunités et l'accès aux services et que nos droits soient promus et protégés. Donc, merci pour cela. Le fait que vous ayez choisi ce temps de prendre le moment et à tous mes panélistes, ils ont des horaires très difficiles, mais j'apprécie leur présence également. Je veux commencer et prendre l'avantage que nous ayons une représentation régionale. Comment, Margaret, est-ce que vous voyez dans la région dans laquelle vous travaillez, dans le pays dans lequel vous travaillez, est-ce que vous voyez l'impact direct de COVID-19 sur les adolescents par rapport aux services de santé et de reproduction? Merci, Dr. T, bien entendu, comme mes autres collègues, mes co-panélistes dont j'ai parlé, qui ont parlé de COVID. COVID a été toute une autre chose. On ne s'attendait pas à cela, mais c'est venu et on a dû surmonter cela. Et ce n'est pas moi seule qui qui subit toutes les difficultés que COVID a amenées, mais il est important de savoir qu'il y a également des points positifs que je vais mentionner par la suite. Cependant, c'est bien de commencer avec les désavantages. Et pour moi, ça a commencé par moi. Donc, je viens d'avoir un bébé et 4 mois après cela, je voulais retourner au travail et c'est là que j'avais appliqué pour dire j'ai besoin de 3 jours de plus. On n'est jamais assez prête pour ranger les couches. Et là, avant la réponse de mon superviseur, on doit rester à la maison. Donc, travail de la maison. Et pour moi, c'était comme une blague. Donc peut-être que j'aurais moins de temps avec mon bébé, mais il y a eu l'anxiété et le nombre de morts, des gens infectés au COVID. C'était vraiment une émotion, de montagne russe d'émotions. Et je sais qu'à ce moment-là, parce que c'était 4 mois et après, je considérais une méthode de planification familiale et parce que je travaillais comme défenseur et programmateur dans ce domaine, j'ai dû parler à un coordinateur de PF et je lui ai parlé que j'aurais besoin. Je connais toutes les méthodes. Je voulais un IUD, un intra-utérin. Ensuite, elle m'a posé des questions, on aurait dû se rencontrer en présentiel, mais en raison de COVID, j'ai dû la contacter virtuellement. Peut-être qu'il faudrait qu'on une autre méthode parce qu'on doit nettoyer beaucoup d'équipements et maintenant, les infirmières qui auraient dû aider avec cela ne sont pas dans l'établissement et beaucoup de cela. Donc, c'est à ce moment que j'ai compris que pendant qu'on se concentrait sur COVID, ce n'était pas juste COVID, les adolescentes et la jeunesse. Donc, qu'est-ce qu'ils font au sujet de leur santé reproductive et sexuelle? Et j'ai contacté les amis, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il y avait des pénuries de marchandises, de contraceptifs, augmentation des prix, manque d'accès aux établissements en cause de COVID, les restrictions des mouvements des personnes. Il y avait également beaucoup de mauvaises conceptions, de mauvaises informations, parce que les gens... J'aime citer certaines des mauvaises misinformations
pendant que je parlais, discutais avec mes collègues. D'accord. Quelqu'un a dit on se basait sur des méthodes de retrait, c'est-à-dire le retrait, mais le retrait doit être fort parce qu'on ne peut pas avoir accès aux contraceptifs. Ça, c'était l'un des jeunes avec lesquels on travaillait qui a dit cela. Et c'était terrible en raison du manque de capote. On utilise des sels pour empêcher la grossesse et ça marche. Le sel, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a beaucoup de méthodes, de mauvaises conceptions et que les jeunes utilisent maintenant. Et quelqu'un a dit, les jeunes autour de moi, ils font une overdose d'anti-malaria pour empêcher la grossesse. Pour moi, c'était pas très logique. Et un autre jeune a dit, certains de mes copains viennent pour les capotes et je ne peux pas l'aider, il y a des établissements que je connais bien et donc le PPM est important. Donc j'ai compris que il y avait tant de choses que subissaient les jeunes, y compris les adultes, qui ne pouvaient pas avoir accès aux soins de santé. Comme j'ai dit auparavant, les jeunes, c'était une opportunité pour les jeunes de se rassembler et de dire on peut tirer profit du pouvoir des médias sociaux pour pouvoir évaporer ces mauvaises conceptions et on va renforcer la référence et on va parler au gouvernement. Il y avait beaucoup de problèmes à ce moment-là et pour moi, la leçon à tirer, c'était que COVID est ici. Il y a beaucoup d'attention portée sur COVID, mais il est également important que nous n'oublions pas, que nous ne perdions pas les gains acquis en matière des droits de reproduction sexuelle. Et une chose que j'aimerais dire, c'est que pendant que la force d'intervention présidentielle envoyait des messages et des services au niveau sous-national, au niveau des États, il y avait des défenseurs qui disaient on doit défendre, faire le plaidoyer pour des services intégrés. Et c'est la manière de procéder. Il ne s'agit pas uniquement de la PF, mais d'autres services doivent être présents, disponibles pour que les jeunes aient accès à la santé reproductive et sexuelle. Donc, c'était beaucoup. Il y a encore des choses à partager. Donc, je vais faire une pause maintenant et je vais revenir plus tard. Donc, merci de poser la question, Dr. T. Je pense que ça a été des informations utiles et je pense à l'expérience qu'on a eue des jeunes et en Inde et comme en COVID-19 également. Les mesures, le confinement a eu un impact terrible sur les aspects de la vie sociale des jeunes en Inde et avec l'école et les universités qui ont fermé. Peut-être que la seule opportunité qu'on cherchait, c'était que les filles restent à l'école pour éviter les mariages précoces et les éduquer. Cette opportunité a été retirée et cela fait beaucoup de tort. Ça a aggravé les inégalités. Il y a beaucoup de cas où on voit des mariages précoces et forcés, des familles ont perdu des revenus quand on contacte les jeunes, les familles et les communautés. Bien sûr, la question est là pour que nous apportions une réponse et que les revenus sont affectés sévèrement et la situation financière des familles et les problèmes de santé mentale par rapport à ce que les jeunes déclarent et la socialisation avec leurs camarades. C'est une grande partie de leur vie et ça a été retiré avec COVID-19 et le confinement. C'était un événement peut-être pas important, mais ça a aggravé la situation. Ils sont en difficulté, ils ont beaucoup de problèmes de santé mentale. Certains ne peuvent même pas l'articuler comme problèmes de santé mentale. C'est très difficile de fournir des services et il y a peu de compréhension. On pense même pas à résoudre le problème de santé mentale et puisque ils étaient liés à leur maison lorsqu'on parle confidentialité des jeunes qui ont une vie en dehors et avoir accès aux contraceptifs, cela a été affecté. Il y a des fois où les jeunes n'avaient même pas accès aux contraceptifs ou même
serviettes sanitaires. Donc, ça a été vraiment terrible. Donc, par rapport au service, accès au service de planification familiale. Et ça a été vraiment aggravé la situation. Je voulais le mentionner. Merci. Vous parlez de perturbations et de production. Le continent africain importe encore les capotes. On sait combien les capotes sont importantes pour fournir une protection des maladies sexuellement transmissibles et la grossesse indésirable. Et le commerce international est impacté. L'un des problèmes qu'on a vu, le premier, c'est le manque de capotes accessibles dans les lieux publics et privés. Et Margaret l'a mentionné, c'est que beaucoup de services pour les adolescents et la santé reproductive des jeunes et des filles, l'impact a été important et l'impact n'était pas prévu ni planifié proactivement. Et le COVID est arrivé, et puis les ressources en termes d'argent et de staff sont parties au COVID. Donc même avec les cliniques qui opèrent encore, les travailleurs de la santé ont passé des unités de PF vers COVID. Et on comprend, on sait pourquoi c'était important, mais je pense que cela montre qu'il y a pourquoi on demande encore l'intégration des services, surtout pour la contraception. Et la PF, Curico, je sais que vous avez une expérience très importante sur COVID et le confinement et d'aller de différents espaces. Et ça signifie souvent votre capacité à avoir accès aux services est impactée, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimeriez partager avec nous comment COVID-19 pour vous a impacté votre travail sur la planification familiale, si c'est le cas? Merci de mentionner le problème de l'accès universel aux contraceptifs. Et venant de la coalition de jeunesse qui est internationale, on a pu avoir une idée de la situation parce que nous avons beaucoup de jeunes sur le terrain. Donc pour nous, ce qui était alarmant pour nous, c'est que on parlait de l'accès universel aux contraceptions, qui signifie que tout le monde devrait pouvoir avoir accès à la contraception quand ils en ont besoin. Et COVID nous a montré qu'on est très loin de réaliser cela parce que les États n'investissent pas assez de ressources pour réaliser cette vision. Et pour les jeunes, lorsque c'est le status quo dans beaucoup de parties du monde, cela signifie que lorsque des choses comme les pénuries, les jeunes sont ceux qui sont impactés le plus parce que les prix augmentent. Et lorsque les prix augmentent, c'est des dépenses additionnelles. Les jeunes ne peuvent pas se le payer. Donc, on a vu que si on ne prête pas attention aux politiques et à la législation qui régule l'accès à la contraception à partir du niveau international, ça va continuer à avoir un effet de domino jusqu'en bas parce que l'accès aux contraceptions, de ce qu'on a vu, il ne s'agit pas d'un manque d'accès aux ressources ou au financement, il manque de volonté politique. Et on a des gouvernements et des institutions qu'on veut qu'ils agissent parce que lorsqu'on sonnait l'alarme, parce qu'on avait une pandémie silencieuse, ils ont pris des mesures pour s'assurer que nous n'ayons pas cette pandémie silencieuse. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant les autres occasions lorsque nous avons une pandémie? Pas de pandémie, c'est un manque de volonté politique et d'investir dans l'accès universel aux contraceptifs impacte beaucoup. Et c'est lié à la région et la culture. Il y a une attaque sur les services de PF et les filles adolescentes, mais on ne peut pas jouer la politique avec les jeunes, la vie des jeunes. Donc, la coalition des jeunes, on est en place où on peut contacter
des jeunes de plusieurs backgrounds différents et on entend toujours la même chose. Et en 2020, on voit Beijing plus 5. Donc, on n'avait pas seulement les jeunes dans notre réseau, mais également d'autres organisations féministes dans le cadre Beijing plus 2025. Donc, oui, COVID est ici et pour être honnête, je ne vois pas que COVID finisse bientôt, mais on ne peut pas continuer avec cette approche de ne pas intégrer la PF dans l'objectif global de la couverture assurance santé universelle. Merci, Kerigo. Et tu as parlé de politique. Nous devons être vigilantes pour le moment parce qu'on voit dans différentes régions du monde comment l'urgence COVID, les politiques d'urgence ont été créées et parfois ça limite les libertés, les droits, participation politique, civile, etc. Donc, comment certains de ces mesures liées au COVID par rapport à la politique et la restriction des droits à une manière deviennent des politiques à long terme, même en dehors des urgences. Et je sais que connais un groupe de jeunes qui m'ont écrit pour me dire, dans notre district, le gouvernement ou le département de la santé a listé beaucoup de services qu'ils jugent essentiels. Donc, si vous êtes arrêté sur le bas-côté de la rue et vous dites que vous avez été à la clinique parce que vous avez besoin d'asthmatique, vous avez besoin d'oxygène, on va vous laisser passer, la police va vous laisser passer, mais parce que les services de reproduction sexuelle et la planification familiale ne sont pas essentiels, les jeunes devaient naviguer à travers les difficultés de stigma et des retards dans l'accès aux soins. Mais il y avait, en plus, ils devaient gérer le problème d'une réponse militarisée à la pandémie et la mise en place de couvre-feu. Et ils ont dû dire, peut-être que je suis jeune, je sais que je devrais être à la maison, mais j'ai besoin de mes services de planification familiale. Donc, un peu d'attention et d'anxiété que les jeunes avaient pour dire que maintenant ils sentent que cette privacité, confidentialité n'existe plus. Et on sait combien c'est important comme principe clé, ces deux sont. Et Vitika, est-ce que vous avez vu ceci en Inde avec les couvre-feux que vous avez eu ou bien n'était-ce pas une plainte prééminente? Docteur T, c'était une plainte qui est très courante. Et quand on parle de plainte, les jeunes n'avaient pas assez d'espace pour dire ce qu'ils pensaient. On peut voir cela dans le nombre croissant de cas avec des méthodes qui n'étaient pas sûres pour avoir des suicides, des problèmes de santé mentale. Donc, tout avec le couvre-feu, le confinement, beaucoup de choses ont changé dans leur vie. L'accès même aux informations parce que beaucoup d'entre eux avaient des problèmes financiers dans la famille. Ils n'avaient pas assez d'argent pour recharger leur téléphone avec assez de données pour avoir accès aux informations et pouvoir avoir accès à n'importe quel type de service. Et aussi le fait que ce n'était pas laissé comme service essentiel. Ça rendu confus tout le monde. Une conversation que j'ai eue, c'est qu'ils avaient des difficultés parce que ce n'était pas listé comme un service essentiel. Ils ne savaient pas comment avoir leurs réserves. Peut-être qu'on n'aurait jamais pu anticiper la situation, mais pour le cas de l'Inde, avec la première et deuxième vague, ce qu'on a vu, c'est que le système de santé était vraiment faible. On n'était jamais concentré là-dessus. On a des travailleurs de la première santé, on a des achats, et on a tous des services. Quand on parle des travailleurs de la santé de première ligne, et on sait qu'il y a tant de cas de manque lorsqu'on parle comment le système de santé fonctionne. On se concentre sur le traitement, mais on ne se concentre jamais sur ce qui peut être changé au premier échelon dans le système de santé. On n'a jamais parlé comment faire des cliniques de la jeunesse, même dans les zones plus isolées qui font partie du système.
donnés par le système, mais est-ce que vous avez des médecins qui savent parler aux jeunes, et qui donnent des informations, ils donnent les choix et avec des consultations aux jeunes. Et quand on parle de téléconsultation, est-ce que les jeunes ont des dispositifs mobiles et avec l'Internet? Donc, ce n'est pas un gros problème, encore, plus un gros problème, mais dans le contexte de l'Inde, on ne peut pas dire que ce n'est pas un problème parce qu'il y a encore des communautés, beaucoup de jeunes, dans des endroits difficiles à atteindre. C'est très, très difficile pour nous également, en tant que fournisseurs d'informations, de les contacter pendant Covid. Tous nos services à la communauté et ce qu'on fait, le travail qu'on fait avec les jeunes et les on a été interrompu, on a eu des problèmes à donner des tampons hygiéniques et des serviettes hygiéniques. Donc, confinement, couvre-feu, je dirais que malheureusement, dans un pays comme l'Inde, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut se permettre en Inde. Il y a beaucoup de gens qui ont des salaires quotidiens, journaliers, et ils doivent travailler tout le temps. Donc, ça marche pour une certaine classe de personnes, mais pas pour tout le monde. Et c'est toujours les plus marginalisés qui sont les plus affectés. Merci pour cela, Witika. Et quand vous parliez des difficultés que vous aviez sur les éducateurs de camarade à camarade et la communauté, le travail que Margaret fait, son travail dépend de la rencontre face à face avec les gens et les difficultés que cette période a amené dans le paysage du contraception et des services de planification familiale. Comme vous dites, l'information et l'accès aux informations est un élément immense pour augmenter l'augmentation de la fourniture des services. Si vous ne savez pas que vous avez des droits pour prendre des décisions autonomes sur les soins de santé, vous n'irez jamais à chercher la contraceptive. Donc, l'élément d'éducation est important. Margaret, je me demande, par rapport au travail que vous avez fait de l'année passée, est-ce que des grandes tendances ont émergé par rapport aux données que vous avez collectées et comment est-ce que les données ont influencé vos stratégies maintenant sur comment contacter les jeunes? Parce que beaucoup d'entre nous, je sais, on vit dans les centres urbains, périurbains et on doit être mobile et aller de différents districts et différentes régions du pays. Donc, comment est-ce que cela a impacté votre travail? Comment vous allez stratégiser par la suite pour que les jeunes aient encore des informations basées sur les preuves scientifiques et crédibles? Donc, j'irai rapidement pour parler des données. Donc, bien entendu, même si pour COVID, avec NDHS, c'est le sondage démographique nigérien et de la santé en 2018, la proportion des jeunes femmes qui actives sexuellement, qui sont à 20,9%, mais on n'a que 16,2% de demandes de contraceptifs parmi les adolescents non mariés de 15 à 19 ans. Donc, et nous utilisons des outils de plaidoirie pour que les preneurs des décisions sachent comme c'est important de donner des informations des services contraceptifs aux jeunes. Et vu la pandémie, on a vu que même si les gens ont des connaissances, le plus de connaissances, il y a beaucoup de mauvaises conceptions. Même si on ne peut pas contacter les gens physiquement, c'était douloureux, surtout pour quelqu'un comme moi. J'aime toujours sauter sur les problèmes quand ils arrivent parce que c'est toujours inacceptable qu'il y a des services, comme Victor a mentionné, lorsqu'il y a des pénuries, des ruptures de stock, ce n'est pas le coût. Oui, on sait que la charge économique que cela représente, mais le fait que le fournisseur de services pense que si nous avons que de IUD, et alors une personne plus âgée peut l'avoir. Si vous êtes plus jeune, vous pouvez utiliser les capotes. Il faut avoir des services équilibrés. Ils peuvent choisir de toute la série, de la gamme des services de contraceptifs. Donc, la stratégie qu'on a adoptée, c'est de
d'inonder les médias par les solutions. Pas tout jeune, surtout lorsque vous travaillez dans les communautés rurales, pas tous les jeunes ont accès à l'Internet, même pas au téléphone mobile. Mais il y a un bon numéro, donc bonne quantité. Donc on doit commencer avec ceux qui ont accès déjà. On utilisait on a travaillé avec beaucoup de groupes de la jeunesse, des ambassadeurs de la vie ou qui plaident pour disséminer des informations dans les zones rurales, surtout les plateformes WhatsApp. Ils posent des questions et obtenir des réactions et avec différentes plateformes de médias sociaux pour faire évaporer les mauvaises conceptions. Et dans le passé, on a travaillé avec les médias sociaux, les influenceurs et les blogueurs. Donc, c'était une opportunité de les contacter et de dire, on a besoin de faire davantage, on doit s'assurer que les gens aient accès à l'information. Oui, mais on a créé tant de demandes que l'offre, l'écart entre l'offre et la demande existait. Mais une chose qu'on a dû faire, on a une liste d'établissements de soins de santé. Donc, pour ceux qui osaient dire, en raison de la proximité, ce n'est pas si loin. Et tant que je mets mon masque, je lave les mains régulièrement, je peux m'assurer que les gestes barrières sont mis en place. On a vu le pouvoir. La pharmacie, les coins santé, on a créé ces liens et pour que les gens aient accès à cela. Mais honnêtement, l'écart était si important, les gens ne pouvaient pas avoir accès aux services. Une autre stratégie qui a bien marché, et je sais que c'était globalement, et surtout au Nigeria, la violence basée sur le genre. Tu dors le matin et le lendemain, une fille vient tu entends à la radio qu'une fille a été violée. Mais elle était vraiment folle. Et ça également. Ça fait beaucoup de campagnes sur les médias sociaux parce que le Nigeria a une loi sur la prohibition contre les personnes a été adoptée, mais au niveau national, ça n'a pas été domestiqué et mis en place au niveau de l'État. Donc, beaucoup de défenseurs demandaient aux gouverneurs, preneurs de décisions, les rendre responsables pour domestiquer et mettre en œuvre cette loi. Et cela a facilité pour les champions SRHA pour dire que les droits sexuels et la représentation et la reproduction, y compris la planning PF, doivent être représentés pendant le COVID. Donc, le point d'entrée pour nous, c'était la violence entre les gens qui faisait peur à tout le monde, bien entendu. C'était l'ensemble du paquet. Il parle de l'intégration, c'est d'avoir tout le paquet mis en place et une stratégie qui marche presque parfaitement, à part le fait que on n'a pas forcément tout le temps l'accès à l'Internet, c'est d'avoir des informations appropriées aux jeunes par les médias sociaux. Et c'était des jeunes qui sont devenus plus créatifs, différents formats, vidéos, TikTok. Il faut voir vous-même pour voir comment ils sont innovateurs pendant Covid, les jeunes, pour faire s'évaporer les mauvaises conceptions sur la PF. Merci Margaret. Il n'y a aucun doute que l'accès universel a besoin de services, soins primaires forts, une infrastructure solide, et l'accès ne devrait pas être déterminé par votre emplacement géographique ou socio-économique. Ce sont des besoins de soins de santé de base qu'on discute aujourd'hui. Et vous avez également montré une intersection entre la violence et ce que cela signifie. Et j'ai trouvé beaucoup de jeunes qui me trouvaient sur Twitter avec les mêmes problèmes. Ils ont subi la violence et ils ne savent pas où aller.
et des établissements là où ils vivent, il n'y en a pas, mais ils doivent avoir accès à un contraceptif en urgence. Et il y a ce désespoir lorsque vous ne pouvez pas dire pour sûr, allez à cet établissement de soins sanitaires première et vous aurez l'aide. Et c'est un sentiment que parfois on se sent un peu désespéré et on peut il est important d'avoir cette discussion importante pour se réénergiser et voir que ces questions n'affectent pas seulement nous dans une région du monde, mais ce sont des problèmes universels. C'est pour ça que on doit travailler, collaborer entre régions en termes de cadre de travail de politique qui soutiennent la mise en place de ce travail, mais surtout on doit demander des budgets, des allocations et des dépenses sur la contraception. Et la PF, parce que c'est avec des items très clairs, comme a dit Margaret, les gens vont avoir des hiérarchies, qui peut avoir accès aux accès, la femme la plus âgée reçoit le dispositif intra-utérin au lieu de la jeune fille. Donc, il est important de faire ce travail avec cela en tête, qu'il y a un tel potentiel en tant que problème de soins de santé, mais il y a le potentiel de protéger l'autonomie, l'intégrité corporelle. Kerigo, j'aimerais juste savoir comment est-ce que vous avez vu la couverture en termes d'information aux jeunes. Est-ce que c'était consistant pendant cette période ou est-ce que vous voyez des écarts ou est-ce que vous pensez que beaucoup de jeunes à travers le monde ont pu avoir accès aux informations qu'ils souhaitent? Et je pense surtout un cas en Ouganda, par exemple, où en réponse à des questions d'accès aux contraceptifs et aux méthodes de PF, est-ce que vous avez de nouvelles idées, des innovations au sujet de l'information et la communication dans votre zone? Merci pour cette question. Et pour moi, la première chose qui me vient en tête, c'est les jeunes sont très innovantes. Ils peuvent s'adapter. Ils peuvent s'adapter d'une manière où ils pensent qui marche pour eux. Donc, dans beaucoup de conversations que j'ai avec eux, les générations les plus âgées, ils doivent comprendre qu'ils doivent pouvoir les inclure dans ces conversations. Et on fait les choses différemment. On s'organise différemment parce que on a vu beaucoup d'applis qui sont développées, des applis pour s'assurer que les gens, comme a dit Margaret, accès aux informations qui vont combiner la livraison des services et les informations des gens qui peuvent voir où ils peuvent obtenir les services parce que dans ces applis, les services pour les adolescents, les jeunes peuvent se rendre aux endroits et ils obtiendront les services dont ils ont besoin sans stigma ou discrimination. Par exemple, au Kenya, on a vu des applis développées où les contraceptifs sont livrés à des personnes chez eux. Et lorsqu'on a certains aspects pour cette approche à la contraception, on a un environnement où les jeunes peuvent avoir accès en privé parce qu'ils ont peur d'aller dans les fournisseurs de services pour avoir des services pour obtenir les contraceptifs. Donc, quand vous avez des applis qui donnent des informations, mais également la livraison de services, ça devient très important en termes pour créer un environnement où les jeunes sentent qu'ils peuvent avoir ces services. Ce n'est pas tout rose parce qu'il y a des difficultés. Et comme cela a été dit, le fait d'utiliser la technologie, il ne s'agit pas utiliser la technologie demande un effort combiné, santé, information, technologie. Donc, si vous venez d'une région où, oui, le département de la santé, où le ministère de la Santé investit dans les programmes et les initiatives pour donner ces informations, mais vous avez la technologie qui manque en termes de capacité. Il faut assurer la connectivité Internet soit suffisante dans la région. Il va y avoir une déconnexion. Oui, un domaine
veut, mais l'autre n'a pas la capacité. Donc, et cela, on revient on a, au fait qu'on a besoin aux institutions gouvernementales qui ne peuvent pas travailler en isolation. Il faut qu'il y ait une approche commune, surtout pour les problèmes de santé. Lorsque on veut passer à la télésanté, comme on peut avoir une sphère de coopération où le ressourçage, à un moment, il faudra travailler ensemble avec un ministère pour les ressources. Donc, pour moi, ça a été un apprentissage. En tant que le président de la commission, le comité des nouvelles, on fait la plaidoirie lorsqu'on est dans des endroits. On se bat pour les droits. On rencontre des gens qui ne voient pas la valeur de notre travail et qui sont même dans l'opposition. Ils sont en opposition et ils pensent qu'on veut sexualiser les enfants. Et à un moment, ça crée des risques de sécurité pour certains de nos membres et on se demande, lorsqu'on veut donner des informations, les informations qui vont pour les jeunes, pour avoir des espaces où ils sont constamment à risque, où on pense qu'on est là pour sexualiser les enfants, ça devient un problème quand les gens nous perçoivent comme ça. Donc, il y a des risques, mais les difficultés, surtout pour les jeunes défenseurs, sont nombreux. Et pour nous, jeunes défenseurs dans cet espace, c'est plus compliqué parce que la plupart de nous, on fait ce travail comme bénévoles. Par ce qu'on fait normalement. En raison de notre âge, on est encore à l'école, on vient d'arriver sur le marché du travail. Donc, rencontrer des jeunes et des jeunes c'est intimidant de continuer à être un défenseur. Comment est-ce que moi, je peux me battre pour quelque chose de manière bénévole et ma vie est menacée. Donc, pour nous, est-ce qu'on peut commencer à avoir des conversations honnêtes? Comment créer des espaces sans danger pour que les jeunes parlent de ces problèmes? Sinon, oui, nous allons continuer à parler de l'accès universel, surtout pour les jeunes. Mais lorsque les jeunes ne se sentent pas en sécurité, et même lorsqu'ils ont ces applis dans certains pays, c'est illégal. Votre vie est en danger. Ça peut ne pas être très durable. Ensuite, les autres difficultés, les obstacles, les problèmes linguistiques, c'est un grand problème parce que le coût des traductions de ces informations est trop élevé, donc surtout dans les régions qui parlent arabe. Il y a très peu de ce qu'on sait, ce qui se passe dans le monde arabe, parce que, à part le fait que SHRS n'est pas discuté, obtenir des informations dans cette région et en dehors, sortir les informations, c'est difficile. Donc, il faut voir que les jeunes dans ces régions puissent avoir accès aux informations à travers des applis et qui soient conçus pour qu'ils ne menacent pas leur sécurité. Aïe, aïe. Kerigo, merci. Vous nous avez mené à la discussion sur la télésanté dans beaucoup de parties du monde. Il y a eu un retard en termes d'innovation à cause des politiques au sujet des professionnels comme les médecins et les infirmières. Et on sait que pendant COVID-19, ces politiques ont été relâchées, surtout en Afrique du Sud, pour mettre en œuvre le consulting et l'appel vidéo avec les patients. Mais ce que vous parlez, c'est la santé numérique et l'accès, ce que ça signifie, les mêmes préjugés qui débouchent sur un manque d'accès dans les structures physiques, ce sont les mêmes qui jouent dans la sphère numérique et je pense que l'écart en genre numérique est un gros problème parce que c'est encore un gros problème. Dans la communauté, il y a l'Internet, mais le gadget ira au garçon, pas à la fille, enfant. Donc, les droits
euh, numériques sont importants, comme la manière dont les gens utilisent les informations que les gens mettent dans les applis, surtout lorsque la législation et le cadre légal juridique n'affirment pas leurs droits complets de santé et de reproduction sexuelle. Donc, c'est une conversation qu'on a avec la, la santé numérique. Mais le futur, c'est maintenant parce que les jeunes innovent, mais jusqu'à quel point ils peuvent faire ce travail sans danger, en ayant leurs propres droits protégés. Vitika, je sais que vous avez eu un grand réseau en Inde où vous parliez à beaucoup de jeunes et vous avez empêché, vous êtes intervenu, fait de grandes contributions grâce aux médias numériques et la communication Internet. Est-ce que vous pouvez nous donner le paysage et comment vous voyez le futur pour les jeunes et les jeunes filles, pour les jeunes femmes, au niveau numérique, dans la sphère numérique, pour la PF COVID-19, lorsque COVID-19 est arrivé, la plupart des gens étaient confus et j'ai vu cette expression que tout le monde dans le paysage de PF, parce qu'ils allaient tout résoudre parce que tout est maintenant numérique et les conversations, certaines conversations, j'ai senti étaient un peu difficiles parce que l'environnement des donneurs touchait beaucoup d'organisations il a poussé à penser numérique sans penser à quoi cela signifiait d'aller numérique. Qu'est-ce que ça signifie de passer les organisations numériques et les organisations sont uniques et de dire que le numérique, c'est la solution à tout, c'est pas la réponse. Même à Love Matters, on a une combinaison de numérique très spéciale et comme on mettant le numérique dans les zones isolées, un des outils disponibles. Donc, je pense que tout le monde a réalisé que pour le concept de la télémédecine, de sauter dans cette option, il faut faire du travail pour comprendre ce que va donner le succès à la télémédecine. Est-ce que ça signifie que n'importe quel médecin ou fournisseur de services qui utilise la télémédecine est bon pour la jeunesse? Est-ce qu'ils ont la formation numérique pour pouvoir l'utiliser? Est-ce que les travailleurs de la première ligne ont la formation ainsi que les dispositifs dont ils ont besoin pour pouvoir les utiliser et guider les gens vers la télémédecine? Qu'est-ce que ça signifie? Et vous avez parlé de l'écart entre les gens en parlant des gadgets numériques à la maison. Et clairement, on travaille dans une communauté où la plupart, si une femme choisit d'aller pour un contraceptif ou de choisir d'épouser quelqu'un, le problème, c'est le téléphone mobile qui crée le problème et c'est trop de liberté pour les femmes. Donc, c'est une expérience. On a travaillé avec les jeunes. On a essayé de voir quelles étaient les aspirations et pour voir maintenant et quand on regarde les écoles, les universités fermées, il y a des difficultés moralement, mentalement, et comment renforcer la capacité dans certaines compétences. Et ils ont trouvé, la plupart des jeunes voulaient être créateurs de contenu. Il y a une aspiration pour avoir un mobile parce que c'est la seule chose qui les lie avec l'extérieur, avec leurs amis. Ils voulaient explorer les différentes plateformes et qu'on les entende. Ils sentaient que c'était une opportunité, que tout le monde voulait cette opportunité. Bien entendu, il y avait un impact important parce que les familles, ils regardent comme leur manière de voir certaines choses. C'était très intéressant. Une situation dans la communauté comme les jeunes aspiraient à avoir quelque chose et qu'ils voulaient utiliser les plateformes numériques pour les informations, les services et même pour donner des informations à d'autres et en même temps qu'il y avait des difficultés pour avoir ces choses-là. Le gouvernement, quand on parle du gouvernement, des fondations, les organisations, tout le monde voulait être numérique, mais personne ne pensait à l'alphabétisation numérique. Qu'est-ce que ça signifie d'aller passer en numérique? Que les jeunes soient alphabétisés littéralement et d'utiliser ces plateformes et de comprendre leurs propres droits pour la privacité et la confidentialité. Nous, on a des problèmes qu'on a. On a plus de 20 millions de jeunes connectés dans l'ensemble de l'Inde
dans des cités, des villes de niveau 2 ou 3, et on offre des produits pour contacter directement. Personne ne veut donner l'adresse du domicile. Je sais que je peux avoir ces informations de manière discrète, mais imaginez euh, un messager qui vient avec tous ces produits contraceptifs dont j'ai besoin. Je ne peux pas que les membres de ma famille regardent le paquet et disent qu'est-ce que tu fais? Donc, quand on parle même l'accès au portail en ligne, les attitudes n'ont pas changé. Et ça ne va pas changer en 24 heures. Il faut comprendre que même lorsqu'on parle de chaîne d'approvisionnement en ligne, il faut regarder la communauté, il faut faire le terrain et faire l'éducation éducation sexuelle. On doit penser au CSE. Si on ne fait pas, on ne va pas pouvoir normaliser les choses, on ne va pas pouvoir changer les comportements, les attitudes, on ne va pouvoir être propice pour que les jeunes aient accès aux services et aux informations comme ils le veulent. Et c'est là que le travail sur le terrain doit être effectué. C'est très bien, formidable, wow. Et c'est tellement important de se rappeler que le besoin de la planification, les choix sur la contraception se déroulent dans un contexte policé, socialement restrictif, et peut-être qu'ils ont des informations, mais en raison du contexte dans lequel ils vivent, cela rend peu probable qu'il y a une augmentation de l'acceptation des services. Donc, comment est-ce qu'on peut changer la société? Comment créer un environnement encourageant? Tout le monde devrait pouvoir avoir leurs droits respectés et ces droits devraient toujours avoir des services accessibles de manière non discriminatoire, sans stigma. Et je commence à voir que on n'a pas beaucoup de temps et j'adore cette conversation, mais j'aimerais commencer à voir un peu vers l'avant. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que nous voulons? Et on sait souvent que on peut diagnostiquer les problèmes très bien les problèmes. Passons un peu de temps à dire aux gens ce que nous demandons des jeunes, ce que nous voulons pour nos contraceptifs et les besoins de PF pour les politiques et les ressources. Comment on veut qu'on nous parle et qu'on parle de nous. C'est notre problème. Lorsque vous allez dans les établissements, on ne vous parle pas de manière positive. Les gens ne reviennent pas parce qu'en raison de ces expériences, et souvent cela détermine comment ils cherchent les services de santé par la suite dans leur vie. Donc pensez à cela comme une approche de cycle de vie. Si on pourrait imaginer à quoi cela ressemblerait pour nous-mêmes, nos communautés, à quoi cela serait. Et je vais commencer par vous, Margaret. Donc, pour moi, j'adore parler des solutions. Et la raison est que nous sommes éloignés du moment où on voit des jeunes. Ah, on dit, ah, c'est juste le problème. Non, c'est la solution. Et ils ont cette solution. Et pour moi, pour s'assurer que les droits et les PF restent à l'ordre du jour, on doit parler aux jeunes et laisser les organisations et les jeunes agir lorsqu'on parle d'engagement. Je parle d'engagement substantiel pour s'assurer qu'ils ont les ressources pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces belles idées innovantes qu'ils ont. Et on a besoin de retirer les goulots d'étranglement et ils doivent faire partie de la conversation. Je sais qu'on a fait beaucoup de progrès avec le temps. Je dois le reconnaître et remercier le ministère fédéral de la Santé au Nigeria et le gouvernement du Nigeria qui ont lancé la politique sur la santé de l'adolescent et le développement. Et je peux vous dire que les jeunes, ils sont consultés, ils ont été engagés sont engagés dans la politique pour le développement. On sait qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne politique. Une chose dont on avait besoin, c'est de faire des politiques et pour que les fournisseurs décident ce qu'ils devraient en être, que les gens réitèrent
ils disent ce qui est confortable pour eux, donc ce document est formidable, mais on sait que la mise en œuvre, surtout au niveau sous-national, c'est quelque chose qui est clé. Mais la vérité est que les organisations menées par les jeunes peuvent soutenir leur gouvernement. Ils font déjà partie des groupes de travail, la mise en œuvre de cela. Donc, on doit leur donner le soutien dont ils ont besoin pour qu'on puisse s'assurer que ces politiques sont mises en œuvre. L'autre chose, c'est qu'on doit vraiment considérer, et on dit toujours cela, mais le secteur privé, encore une fois, pendant la pandémie, que ce soit qu'ils devaient payer de leur propre poche, mais en raison de la confidentialité, la privacité et tout cela, vous, vous allez aux pharmacies, de tout cela. Donc, on doit trouver une manière très créative pour travailler avec les PPMV et autre chose, renforcer les liens et les références pour les jeunes. C'est toute une question, non seulement si je travaille, je vais dans un établissement, j'aurais peut-être avoir besoin d'autres services en même temps, les contraceptifs et peut-être sur les maladies sexuellement transmissibles, le VIH et SIDA. Donc, on peut penser que oui, l'hygiène menstruelle et beaucoup d'autres choses. Donc, on doit vraiment être prêt pour faire les références nécessaires et les liens, les liaisons. Une chose qu'on fait si bien, on en voit. Pour le pouvoir de la puissance numérique, on doit maximiser les médias traditionnels et les nouveaux pour donner des informations précises pour les jeunes, les médias traditionnels, la radio, la télévision, etc. Et on veut s'assurer que les messages qui sont transmis c'est pas encore des messages biaisés. Nos établissements de santé doivent pouvoir donner des services de santé pour la jeunesse. Peut-être que ce serait bien de dire d'avoir des centres de la jeunesse, mais il y a un stigma quand même. Et ça, ce n'est pas économique parce que au Nigeria, et je pense pas seulement en particulier au Nigeria, c'est qu'il y ait en général les projets, après la durée de projet, ça devient un autre type de centre, mais le gouvernement doit reprendre ses responsabilités et pour s'assurer que tous les centres de santé primaire donnent des services pour la jeunesse. C'est simple à faire. Les fournisseurs doivent être bons pour la jeunesse. Quand je regarde un établissement, quand je sais que c'est bon pour la jeunesse, c'est que les jeunes peuvent y aller sans problème et avoir accès aux services. Ils aiment les services et ils sont contents de revenir encore. Cela signifie que ces établissements peuvent retenir des jeunes et les jeunes sont excités parce qu'ils ont tous ces services qu'ils pouvaient obtenir. Donc, il est temps. On a quelques politiques qui disent qu'il faut intégrer des services pour la jeunesse dans les centres de santé primaire, mais on doit agir et mettre en œuvre pour que les jeunes puissent avoir accès sans problème aux services. Merci, Margaret. J'aime cela. Avoir accès sans problème et qu'ils doivent être retenus et c'est le standard qu'on doit maintenir. Je pense que c'est bon. Et Vitika, dans votre région de travail et d'expertise, domaine d'expertise, à quoi on peut s'attendre, les choses positives, en quoi peut-on vous soutenir? Je pense que la chose la plus importante, c'est de parler aux jeunes, de ne pas avoir que des présumés des choses. Il faut rien pour eux sans eux. Et il faut comprendre également que ce n'est pas un groupe homogène. Et pour nous, pour pouvoir comprendre, on ne peut pas comprendre les gens derrière. Et on doit penser à tout le monde et on doit prendre tous les jeunes avec nous et leur parler et les encadrer. Et je pense que ce qui doit changer, c'est ce que j'ai parlé. Comment est-ce que nous pouvons avoir une éducation sexualité complète, compris
dans comme la vie de tout le monde, pour tous les adolescents, tous les jeunes, et s'assurer que tout le monde sur la planète ait accès aux informations, aux services et à la liberté de prendre des décisions informées sur la contraception, le choix qui existe et de décider s'ils veulent avoir des enfants, combien, s'ils ne vont pas avoir d'enfants, et de mener des vies saines, de participer en tant qu'égaux dans la vie de la société. Et je sais, Kerego, vous faites de la recherche formidable, je sais. Donc, à quoi on doit s'attendre, le positif, pendant qu'on est en train de conclure cette conversation. Mais pour moi, la première étape, c'est, en tant que société, pouvons-nous comprendre et respecter la capacité évolutive des enfants, parce que cela devient des problèmes. Beaucoup d'entre nous, on ne comprend pas que les jeunes grandissent, ils comprennent de plus en plus d'informations. Et, et on doit comprendre également que les jeunes, surtout les adolescents, sont des êtres sexuels, et parce qu'ils sont sexuels, ils ne peuvent pas être des agents passifs. Ils doivent être participants actifs dans tous les aspects de leur vie, et cela inclut participer à des conversations et prises de décision portant sur leur sexualité, et cela comprend des conversations comme Adivitika sur comment développer un cadre de travail d'éducation sexuelle complète et comment développer des services SRHS. Donc, on doit parler aux preneurs des décisions et qu'ils comprennent qu'à un moment, la surprotection est négative. Est-ce que nous pouvons avoir des conversations honnêtes? Merci. Merci beaucoup, Kerrigo, et je veux remercier nos panélistes pour cette conversation formidable. Merci de se rejoindre à moi pour prendre le pouls de la planification familiale. L'avenir est sécurisé. On doit continuer à faire attention aux différentes méthodes pour nous mettre des bâtons dans les roues, mais beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui, je dois vous dire que je suis inspirée, je suis impressionnée par le travail que vous faites dans les différentes sphères de la vie et dans le secteur. Et pour cette journée de contraception universelle, je veux qu'on réfléchisse sur le type d'établissement de soins de santé dont on a besoin pour se développer en santé et en tant qu'humain qui mérite le bien-être et les bonnes choses. Et il faut voir également l'impact de COVID-19, mais également d'imaginer un avenir, parce que même avant COVID-19, beaucoup de gens, beaucoup de systèmes de santé étaient déjà fragiles. Et pour pouvoir ne laisser personne pour compte, il faut avoir une participation et une prise de décision par les jeunes, par la jeunesse à tous les niveaux de la gouvernance. Et nous devons avoir un accès universel aux soins reproductifs et la planification familiale. Les soins de contraceptifs doivent être intégrés dans les plans nationaux, y compris la couverture d'assurance nationale. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vos statuts socio-économiques, votre identité, expression sexuelle, vous devrez pouvoir avoir accès sans stigma à des services qui sont confidentiels en privé, et qu'on vous donne une série de méthodes contraceptives pour soutenir vos décisions. Maintenant, il y a d'autres discussion de panélistes formidables. Encore merci à nos panélistes, non seulement pour nous donner notre temps, mais pour nous donner des informations si importantes sur le travail qu'elles font. Maintenant, nous allons passer aux sections questions-réponses avec nos panélistes encore. Si vous voulez participer, veuillez mettre vos questions ou vos commentaires pour les panélistes dans la fonction questions-réponses dans le Zoom, et nous allons y répondre. Et vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook et répondre à notre feed et utiliser le hashtag PowerOfFP. Wow, donc les panélistes encore
des remerciements sincères et également merci aux gens qui se sont joints à nous pour la conversation. Je pense que c'est encourageant pour moi d'avoir noté de tous les endroits d'où viennent les gens qui sont joints à nous, et je pense également à la manière que vous avez appris et vous avez été inspiré par les panélistes qui prennent du courage de tous les commentaires que vous mettez dans le chat. Il y a des suggestions, des gens, Cathy a mis des ressources du NFFPA, et pendant qu'on rentre dans le dialogue avec les panélistes, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Nous avons l'interprétation simultanée en français pour l'appel, donc si vous parlez doucement pour que les interprètes puissent garder le rythme, et la traduction en français, juste un rappel il y a une fonction linguistique dans la barre de navigation pour l'interprétation. Vous pouvez marquer les questions dans la boîte questions-réponses, et maintenant je vais les passer aux panélistes, mais également si vous aimeriez lever la main et poser des questions panélistes, vous pouvez poser la question en général, ou bien que si vous voulez la diriger à un panéliste particulier, vous allez activer votre microphone pour pouvoir poser votre question en direct. Encore une fois, nous sommes des champions de la planification familiale, et ce travail est c'est un travail de défendeur des droits de l'homme, et on a une nouvelle campagne. C'est le pouvoir de la planification familiale, et on vous encourage à partager vos histoires, vos anecdotes, et le site web, c'est ifcp20.20.org, et c'est là que vous pouvez avoir des histoires de la planification FM, et la page est une page communautaire. On dirige le contenu, le dialogue, et j'aimerais vous demander à tous, après avoir entendu les panélistes d'aujourd'hui, de partager avec nous ce qui a été le pouvoir de la planification familiale pour vous. Et c'est peut-être une histoire personnelle ou une histoire de comment votre travail a eu un impact dans ce domaine de la planification familiale. Et je vais demander aux panélistes, parce que j'ai déjà collecté quelques questions de la session questions-réponses et des commentaires. Et juste pour commencer, quelqu'un dit que je pense que vous travaillez tous pour des organisations locales. Certains sont liés à des organisations régionales et globales. Comment est-ce inclure les relations entre ces différents niveaux pour faire des changements durables et une collaboration équitable? Quel rôle joue cette collaboration équitable? Et Margaret, je vais vous poser la question. Vous travaillez au Nigeria, dans une ville, mais vous avez passé la plupart du temps à voyager dans beaucoup de sites. Comment voyez-vous les organisations régionales, globales et locales travaillent ensemble, et quel est le rôle de la collaboration? Merci beaucoup. Ça a été une conversation formidable. Je pense une chose, quand j'ai vu la question, la chose qui me vient en tête, c'est une vision partagée. On est plus fort ensemble si nous partageons la même vision. Donc, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Comment on veut voir cette jeune personne? Donc, si on peut tous se retrouver et identifier une vision partagée, c'est plus facile de travailler ensemble. Je sais qu'on contribue d'une manière ou d'une autre. Également, les plateformes régionales, les réseaux sont supposés nous rassembler, parce qu'il y a la puissance dans le nombre. Si on se regroupe dans l'unité, dans la solidarité, cette force qui nous lie, c'est ça la vision partagée, et pas la vision déchirée. Donc on doit posséder cette vision. La raison pour laquelle on fait cela, c'est que chaque jeune a le droit, mérite et devrait avoir accès aux droits et de la reproduction sexuelle. Si on est d'accord, ça veut dire que c'est à nous et qu'on peut travailler pour le réaliser. C'est plus facile ensuite de dire que voici le problème. Voilà ce qu'on peut procéder. C'est pas dans le nombre de réunions. Les réunions sont importantes. Encore une fois, c'est là où nous développons la vision partagée
et les objectifs, mais si on continue à avoir une vision partagée, vous assurez que tout le monde ait cette compréhension de ce que nous voulons vraiment réaliser, qu'on on- qu'on n'a pas la compétition malsaine et qu'on peut faire piquer de l'avant ensemble. Donc c'est vision partagée. On peut créer beaucoup de plateformes. Avec la plateforme virtuelle, on peut se rassembler, parler des problèmes. Je suis heureuse d'apprendre de différents pays, de ce qu'on fait et de voir où sont les manques en Nigeria, comment je peux euh, lier la santé mentale et la santé de reproduction sexuelle. Donc, tous ensemble, on doit avoir une vision partagée qui nous permette à arriver là où on veut arriver. Merci, Margaret. Et on peut l'intégrer dans l'argument de Vitika sur l'éducation complète sur la sexualité. Et en Inde, vous avez fait beaucoup de sensibilisation avec les jeunes et c'était très innovant pendant Covid. Je suis sûre que ça devait être encore plus innovant que d'habitude, mais la pandémie, quelqu'un dit que la pandémie a mis l'accent que le manque d'accès à l'éducation sexuelle a eu sur les jeunes et le manque d'articulation et le niveau des besoins sexuels des jeunes. Donc, par la suite, on va continuer à promouvoir l'éducation et les services HRHS. Donc, il faut promouvoir l'intégration des services. Vitika, la question va vous parce que vous avez fait ce travail pendant un bout de temps maintenant. Quand on parle de COVID, je dirais que dans l'espace numérique, il faut voir ce qui peut être fait pour que l'éducation sexuelle soit accessible aux jeunes et avec des formats qui marchent pour eux. Il y a tout un corps de travail. Et pourquoi est-ce qu'on regarde les plateformes numériques? La première raison, en Inde, l'éducation sexuelle est non existante. C'est pas accepté. Et en même temps, il y a assez de preuves pour montrer qu'il y a des besoins inassouvis des jeunes pour l'information. Pourquoi on a besoin? C'est parce qu'ils regardent différentes approches qui vont faciliter pour les jeunes de pouvoir avoir accès aux informations à travers des formats qui sont plus simples, conversationnels et qui sont privés, confidentiels. Et c'est la base de ce que Love Matters est né. On a pris des jeunes et ils ont dit on a besoin d'informations dans nos mobiles et je ne veux pas être jugée pour les informations que je cherche. Donc on a parlé du stigma, on a parlé de la peur et de la honte et les choix du moyen sur lequel ils voulaient les informations. Donc le contexte de ce travail pendant Covid, il est très important de comprendre que le moyen est également le message, le moyen, le médium qu'on utilise pour connecter les jeunes. C'est aussi important que le message qu'on transmet. Il y a beaucoup d'approches. Il s'agit de sauter dans l'espace numérique. Tout espace numérique créé dans n'importe quelle partie du monde doit être co-créé avec les jeunes. Ça ne peut pas être seulement une solution pour tous les jeunes. Il faut contacter des jeunes de différentes manières. Poser des questions. Est-ce que c'est vraiment inclusif? Est-ce que c'est intersectoriel et c'est inclusif pour tout le monde? Peut-être que ce n'est pas le cas. Ce qui marche pour un groupe de personnes et peut-être qu'on doit changer l'approche numériquement ou autrement pour atteindre l'autre groupe. Donc, il y a beaucoup de travail qui a lieu. Et ce qui est intéressant pendant COVID, c'est de différentes manières beaucoup de jeunes ont eu des informations grâce à des canaux
de médias sociaux et ça n'existait pas avant. On regardait le 2 à 3 ans les jeunes qui ont des pages de médias sociaux et qui parlent des informations sur le sexe et les influences pour les jeunes, pour les autres jeunes. Donc, il s'agit du soutien entre camarades, comment parler ouvertement et les personnes dans les endroits isolés. Et il faut être des créateurs de contenu. On a renforcé les capacités des jeunes dans les zones les plus isolées pour utiliser leur téléphone et créer un contenu sur les questions HRHS. Ils ont le pouvoir de faire la plaidoirie pour les problèmes dans leur vie. Et donc, ils peuvent créer leur contenu et avoir leur propre canal, d'utiliser les plateformes médias sociaux, différentes plateformes qu'ils aiment et pouvoir faire la plaidoirie pour ces questions. Je pense que Love Matters, une grande difficulté, c'est comment donner les informations qui regardent les difficultés numériques et on a la première appli d'intelligence d'intelligence artificielle qui sans pas besoin d'internet et ça travaille avec le livre biologique et les images sortent de l'écran comme ça. Donc on va voir comment on peut amplifier le CSE pour le public et continuer à faire la plaidoirie, pas seulement avec le gouvernement, pas seulement avec les parents et les éducateurs, mais également avec les plateformes en ligne qui gèrent comme des protecteurs de chasse gardée. Donc, il y a beaucoup de backlash quand on parle de cela, mais on a fait de grands progrès, je pense. Donc, il y a une agression. Donc, vous avez parlé des solutions si il s'agit de ne laisser personne pour compte. Il y a une honnêteté et on peut faire un plan et revoir et trouver des stratégies, comment s'assurer qu'on inclut tout le monde. Et je vais passer à Kerigo parce que Debra parle de quelque chose et explique ce que disait Vitika. Debra dit, est-ce qu'un panéliste pourrait parler de ce que les groupes marginalisés, par exemple les gens handicapés, les LGBTQ+, ces groupes, les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur propre pays, dans leur région, et je pense que Kerigo est la mieux placée pour y répondre. Merci pour cette question. Pour nous, à la coalition de la jeunesse, on a vu que les personnes qui ont différentes d'identité sexuelle et d'expression sexuelle, donc je vais redire, pour nous, dans la coalition des jeunes, ce qui est devenu évident, les personnes des populations marginalisées ont une discrimination disproportionnée et cela impacte comment ils subissent l'accès aux services de reproduction sexuelle. Il faut se rappeler que beaucoup de problèmes de droits de la reproduction sexuelle ont été criminalisés, pas seulement en Afrique, mais à travers le monde. Donc, on a des conversations avec les jeunes et les gens handicapés sur les problèmes de HRHS. On veut créer des espaces sûrs et les membres de la communauté on veut entendre parler d'eux, parce que souvent, on parle pour eux. Ce n'est pas juste, parce qu'il y a beaucoup de présomptions qu'ils ne peuvent pas parler par eux-mêmes. Et c'est pour ça que toute cette terminologie, la voix des gens sans voix est problématique, parce que les membres du groupe disent non, on peut parler pour nous. On comprend nos problèmes. Cependant, quand on a cette conversation, ce qu'on voit, c'est que les préoccupations de sécurité arrivent, comment assurer un espace sûr pour la communauté LGBT lorsqu'ils parlent avec nous, parce que parfois, ils mettent leur vie en jeu. Donc, lorsque nous avons ces espaces et nous organisons cet espace, nous devons nous asseoir comme facilitateurs de forums pour mettre de côté des plans d'urgence pour assurer la sécurité des membres de ce groupe. Comment procéder. Donc, pendant qu'on crée des programmes, il faut comprendre que ce n'est pas une solution pour tout le monde qui va marcher. Il y a certaines communautés, certains groupes qui sont impactés de manière disproportionnée et la situation est vraiment différente. Donc, même si on aimerait dire que allons adopter une
un message ou une approche particulière, il faut également considérer qu'est-ce que cela signifie pour une personne dans un pays particulier et même au sein des régions. Il y a certains pays qui sont bien plus avancés quand il s'agit des droits ou des personnes de la communauté LGBTQ. Donc, une approche peut marcher là, mais ça ne peut pas marcher dans un pays B. Donc, je vous encourage tout le monde que lorsqu'on parle d'accès au planning familial et pour les personnes LGBTQ, il y a certaines populations qui vont subir cette chose différemment. Autre chose qui est survenue, il faut avoir une conversation sur l'accès à l'avortement, surtout pour la population transgenre, parce qu'ils sont discriminés lorsqu'ils vont, les hommes transgenres vont demander des services d'avortement. On doit ouvrir cette conversation et de commencer les conversations sur la décriminalisation, parce que je crois que la plupart de nos difficultés viennent des politiques que nous avons et le type d'environnement que ces politiques créent. Parce que lorsque c'est hostile, cela devient pratiquement impossible d'avoir ces conversations. Par exemple, imaginez comme c'est difficile pour des jeunes gens dans cette population à parler, quand c'est difficile pour les adultes. Merci. Merci, Kerigo. Vous avez touché des discussions très importantes et je pense que dans ce jour très important, nous célébrons le jour de la conception internationale, même s'il reste encore quelques jours. Ça nous a donné l'opportunité de parler de l'accès universel à la contraception et des services de planification familiale d'une manière qui... Ça n'aurait pas été facile en personne. Donc, le fait d'avoir tant de personnes qui soient sur ta pelle, qui partagent leurs idées, les liens aux ressources, c'est ça la communauté. Et peut-être qu'on est tous fatigués et très fatigués. Donc, et peut-être qu'on a des problèmes personnels, mais en communauté, nous sommes plus forts. C'est plus clair où nous nous dirigeons. Et je pense que ce qu'a dit Margaret auparavant était très important, d'avoir une vision partagée et pas une vision divisée, déchirée. Et ça, réaliser ça pour moi, je pense qu'on a pu passer aux détails. Il y a 2 questions des membres du public et je sais que notre hôte Zoom veut s'assurer que s'il y a des mains levées, que leur microphone soit activé pour poser la question, juste pour vous dire que nous allons clore bientôt la conversation. Donc, la question et la réponse devront être courtes et brèves. Donc, pendant qu'on attend que ça se passe, je peux prendre une question rapidement. Une question importante pour moi, c'est comment éviter l'interruption de la contraception, parce que après tout ce qu'a dit, les gens ont des informations, ils connaissent leurs droits, mais ils ne peuvent toujours pas avoir accès. Je pense qu'il faudrait avoir des capacités régionales plus solides pour produire des médicaments génériques. Et pendant la pandémie COVID-19 et le manque de propriété intellectuelle pour réduire le droit au vaccin, ça veut dire que les personnes dans d'autres parties du monde sont laissées pour compte. Margaret, comment vous assurer de ne pas avoir d'interruption dans la contraception? Merci beaucoup, Dr. T, pour la question encore une fois. Je sais que c'est difficile d'avoir certaines marchandises à certains moments, mais lorsqu'on forme les travailleurs de la santé, il est très important que nous incluions l'aspect de maintien de dossiers. Souvent, on pense qu'on peut juste attendre jusqu'à ce qu'il y ait une rupture de stock et ensuite demander davantage de marchandises. Entre-temps, on aurait dû faire... Il y a des systèmes qui sont déjà en place, qui devraient aider à obtenir ces marchandises en temps voulu. Mais si le système de génération de rapports est faible, cela
rend difficile pour que les marchandises arrivent à temps. Bien entendu, il y a beaucoup de goulots d'étranglement pour le transport de ces marchandises jusqu'au dernier kilomètre et toutes ces heures qui sont passées dans les gouvernements. Il faudrait que les partenaires éliminent ces barrières. Mais une chose importante, c'est de s'assurer que on cherche à ouvrir les services dans différents endroits. Encore une fois, évaluer. Je crois que c'était Vitika ou Kerigo qui ont parlé d'obtenir les services là où les gens sont. Et c'est clé. Donc souvent, dans les magasins, les entrepôts, vous avez tout. Même, certains expirent même. Mais parce que on ne met pas tant de pression sur la distribution du dernier kilomètre, cela devient un problème. Donc pour moi, je dirais que il est important que pendant qu'on on satisfait la demande, mais également l'offre. Et les deux manières de le faire, c'est d'assurer qu'il y a un bon maintenance de dossier, que les fournisseurs, les prestataires, les officiers d'évaluation doivent faire ce qu'ils doivent faire dans les temps pour qu'ils demandent les marchandises même avant la pénurie. Il y a également des prévisions. On peut voir les grandes tendances. Peut-être qu'on n'a pas parlé des données, mais données. On ne peut pas minimiser l'importance des données. Les données vous disent combien était même avec la méthode mixte, les gens, bien sûr, sont ouverts ils peuvent choisir différentes méthodes de contraceptifs, mais il y a certaines grandes tendances que les données vont montrer et on doit tirer profit de cela pour s'assurer que les gens obtiennent ce dont ils ont besoin et ce qu'ils méritent. Donc, je dirais, investir davantage dans les données, des données utiles pour les prises de décision et ensuite pour s'assurer que tous les goulots d'étranglement et les transports au dernier kilomètre sont éliminés. Merci beaucoup, Margaret. Et nous avons un membre qui a son microphone activé. Veuillez poser la question maintenant. Le membre du public dont le microphone est activé, allez-y, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Nous avons peut-être un problème délai technique, mais je pense que ce que je peux dire pour sûr, c'est que en surveillant le chat questions-réponses et vos commentaires, et grâce aux ressources, je vous remercie à tous d'être restés sur cet appel et si engagés. Ça a été vraiment une session virtuelle formidable. Je veux remercier mes panélistes Vitika, Margaret et Kerigo pour partager vos expériences et vos connaissances. Cette conversation aide également, rentre dans la conversation plus globale de la planification 2022 et le thème de la couverture universelle de santé et la planification familiale. J'ai une dernière chose à dire. On veut que cette conversation continue et vous pouvez nous aider en participant dans la communauté IFPSP. On veut savoir pourquoi la contraception et la planning familiale a tant d'impact dans notre vie. Continuez sur les médias sociaux et suivez les interactions sur Twitter, Instagram et Facebook et pour votre engagement. Et également, si vous avez des questions ou des commentaires, utilisez le hashtag PowerOfFP. Hashtag PowerOfFP. Donc, je vous souhaite un bon matin, bon après-midi ou bonsoir, peu importe où vous êtes dans le monde. Je suis Dr. T. Au revoir.